Christian Globinski nous présente 3 œuvres et est un artiste bien sûr contemporain qui, comme la plupart des artistes qu'on a retenus pour cette exposition, est quelqu'un qui a une pratique d'enseignement et de recherche. Et la plupart des artistes qui sont présents ici sont aussi dans cette logique-là. Donc ça fait partie des choses qui pour nous sont importantes aussi, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont à la fois dans une pratique artistique, dans une théorie et dans une réflexion pédagogique. Et c'est quelque chose qui est, donc, fait partie des choses qui sont partagées par les différents artistes qui sont présentés dans cette exposition. Et les œuvres de Christian Globinski qu'on a retenues ici font partie de cet univers génératif. Donc qui est quelque chose qui est propre, en tout cas qu'on retient nous dans le vivant, cette idée qu'on travaille sur les conditions d'apparition d'une forme ou d'une organisation avant de travailler, même souvent sans travailler sur le produit fini en tant que tel. Donc cette idée de génératif qui est vraiment quelque chose qui est spécifique au vivant. C'est l'idée d'organisation sans plan final. Les biologistes utilisent cette notion-là de croissance sans plan final. Par exemple, pour l'embryogénèse, c'est quelque chose qui est très fort, très marqué. On sait qu'on va vers un être vivant qui est un poisson de telle espèce, mais il n'y a pas un plan, c'est par assemblage, par logique d'assemblage, de proche en proche. Et c'est ce processus-là qui est codé dans le vivant et pas la forme en tant que telle. Donc cette logique de générativité, c'est celle qui est présente dans les œuvres de Christian Globinski, sauf qu'elle est appliquée à quelque chose qui là est du domaine vraiment de l'artificiel. Des mots, des images, des expressions qui sont générées et dont l'association image-texte est elle aussi de l'ordre du génératif. Donc l'artiste sait comment il conditionne la manière dont l'œuvre va apparaître, mais il ne sait pas forcément comment l'œuvre va être associée avec quoi. Donc on est à nouveau dans ces logiques de production, d'assemblage sans plan final prédéfini. Donc c'est cette notion-là qui a retenu notre attention chez cet artiste, puisque ces questions de générativité appliquées à quelque chose d'artificiel, évidemment c'est quelque chose qui nous intéresse au plus haut point en tant qu'architecte ou qu'urbaniste, puisqu'on est nous aussi dans la production d'ouvrages, de dispositifs qui sont du domaine de l'artificiel. Oui, alors effectivement, dans la nature, les choses évoluent par l'hérédité, par le mélange des hérédités. Et avec 2 hérédités, on en a une troisième qui est un petit peu les 2 premières et en même temps quelque chose d'autre. Et ce qui nous a beaucoup séduit dans le travail de Christian Globinski, donc, c'est cette façon d'aborder les choses. Au tout début, quand on a parlé avec lui, il nous a parlé de ces fameux mélanges de textes entre Bouddha et Nietzsche, où il montrait qu'en utilisant des algorithmes, en utilisant des machines à analyse de textes, il réussissait à faire des hybridations entre l'un et l'autre pour faire un troisième texte qui est d'un ordre poétique qui reprend à Bouddha et à Nietzsche, dont on a l'impression qu'ils sont totalement incompatibles, et pourtant ça donne des choses assez extraordinaires. Et c'est une façon de travailler qui est à la fois naturelle et, ce que disait Claire Bailly, totalement artificielle, qui nous a beaucoup séduit, et c'est effectivement pour ça qu'on a demandé à Christian Globinski de présenter une de ses œuvres qui reprend pour partie ces manières de faire. Donc là aussi, ça ouvre la porte à beaucoup de nouvelles manières d'aborder la pensée artistique, et c'est quelque chose qui rentre aussi dans le nouveau paradigme artistique qui est en train de se mettre en place dans nos sociétés à la suite des sciences de la complexité notamment. Christian Globinski, artiste plasticien. Alors, l'une des spécificités de mon travail d'artiste plasticien consiste dans les corpus que je convoque, que je modélise et réactualise. Alors, il s'agit souvent de corpus textuels, musicaux, de traitement d'images aussi. À partir de ces corpus, ce qui est intéressant de voir, c'est de la manière dont je vais effectuer différents traitements par rapport à ces bases de données qui vont mettre en œuvre les notions de génératif, de langage et d'architecture. Pour illustrer ce propos, il y a quelques années, quand j'ai demandé à un ingénieur informaticien de programmer un générateur de texte,
Au fil de l'utilisation de ce générateur, j'en suis venu à développer une conception que j'ai appelée une hybridation d'auteur. C'est-à-dire que j'implémentais à l'ordinateur des textes de différentes provenances. Par exemple, si je lui donnais un Lewis Carroll et un William Burroughs, eh bien, je pouvais obtenir, par exemple, un Alerte au pays des merveilles. Il y a eu aussi tout un registre de générations qui ont abouti à un lexique qui a fait naître différentes propositions plastiques. Donc, dans la vidéo, Neil Armstrong, je mets en œuvre le processus génératif, c'est-à-dire que je déclame un texte. Ici, il s'agit d'un texte de Jean Baudrillard au sujet de Warhol. Donc, il y avait à la fois dans l'ordinateur des textes de Baudrillard et de Warhol. Et ensuite, l'ordinateur s'appropriait ce texte et générait un texte que l'on entendait dans l'espace d'exposition. C'était l'aspect performatif, un espèce de combat entre un petit pas pour l'homme qui déclame le texte et un grand pas pour la machine, d'où le titre de Neil Armstrong. Ensuite, dans une autre œuvre qui est présentée dans le cadre de cette exposition, qui s'appelle Immunosphère, c'est ici des préoccupations d'ordre écologique, ce que j'appelle l'esthétique écologique, qui est au cœur de la présentation et des textes qui sont générés dans cette vidéo, et où une présentation d'où peut nous mener cette nouvelle conscience écologique, cette nouvelle esthétique écologique qui ne traite plus de la notion d'écologie comme étant une simple émanation des sciences naturelles, mais bien comme étant un complexe hybride faisant appel à des notions d'adaptation, de flexibilité, de résilience, et qu'aujourd'hui, on a la capacité quand même de modéliser un certain nombre de paramètres de cette écologie qui sont extrêmement diverses, mais qui, justement, peuvent nous permettre de comprendre quelles sont les origines organiques de la conscience. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que cette interdépendance qui est à l'œuvre dans ce nécessaire équilibre auquel on doit tendre, font appel à des notions telles que l'homéostasie, qui a toujours été une constance du vivant, pour nous projeter dans ce que Bruno Latour appelle l'hypothèse Gaïa, et construire une représentation et une adaptabilité au monde qui puisse nous permettre d'évoluer sur de multiples paramètres nécessaires à la construction de notre devenir. Donc c'est ce qui est en œuvre dans cette vidéo. Les textes qui apparaissent de façon très, très régulière sur des terres qui se déplacent, qui bougent de gauche et à droite comme ça, sont majoritairement issus d'un corpus de Peter Sloterdijk, qui est un des plus grands philosophes allemands de notre époque et qui a écrit une célèbre trilogie qui sont 3 pavés comme ça, qui s'appelait justement Sphère, et qui, ni plus ni moins, raconte l'histoire des représentations de la conscience, du monde et de notre capacité à s'adapter à ce monde. Et pour le dire, une phrase de Sloterdijk qui m'a toujours beaucoup marqué, c'est comment on peut passer de la conscience théologique à la conscience immunologique. La première, c'était Neil Armstrong. La deuxième, c'était Immunosphère, sur les notions de biologie, d'écologie, etc. et tout ça. Et la troisième, c'était Marginalia, où il y avait la proposition d'intégrer le travail photographique avec le génératif. C'est-à-dire que de la même manière que souvent les propositions textuelles génératives sont sans métaphore, sont sans repère narratif, ce qui permet à chacun de se l'approprier de la manière la plus libre possible. Parce que si on impose une métaphore, on est obligé de recontextualiser cette métaphore en fonction de nos propres cultures, notre propre expérience, et ça enlève une certaine liberté à reconcevoir le sens. D'ailleurs, c'est assez étonnant de constater que les premiers artistes qui ont travaillé énormément avec la génération aléatoire, mais qui ont aussi utilisé la génération numérique après, c'est des artistes comme John Cage, des artistes comme Merce Cunningham, qui déjà avaient identifié qu'il fallait enlever tout aspect métaphorique, tout aspect de récit, pour faire en sorte de désamorcer les réflexes esthétiques qui
qui sont les nôtres. On entend une mélodie, on veut avoir sa résolution. Une mélodie induit une tension et elle appelle une résolution. Et donc si on coupe, on arrête ce système de réflexe préconditionné, on peut réinitialiser l'expérience esthétique d'une certaine manière.